puisque en fait tous ces enseignements ont pour but de nous déconditionner. Le chamanisme, comme on l'a déjà dit, principal objectif de nous ouvrir à Et l'invisible. là, la voie yogique, qui en fait est une usine, on va dire, à production de substances naturelles internes qu'on est capable, en fait, de booster. Elles vont éventuellement être élevées jusqu'au rang de plantes enseignantes. Elle nécessite déjà d'avoir un niveau de confiance et je dirais d'intimité, en fait, avec le maître Mm, mm, mm. pour qu'il y ait déjà un lâcher-prise, une confiance vraiment importante. Et ça ne peut se faire que quand il y a un travail préalable d'ancrage. Parce que ça, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, écoute, Gérard, je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission. Et on va Oui, aborder aujourd'hui un sujet qu'on ne peut pas éluder quand on parle de chamanisme, et puis on verra un petit peu aussi l'écho que ça a dans la voie yogique. C'est ce qu'on appelle l'usage des psychédéliques ou psychotropes, ces substances qui permettent on va dire, d'avoir des expériences. Et je pense que ça va intéresser beaucoup nos auditeurs sur le sujet. Alors, écoute, je te laisse démarrer, hein, parce que c'est et- vrai qu'en parlant chaman, chamanisme, oui, souvent c'est ça évoqué. paraît assez logique, effectivement, de mettre la balle dans mon camp. Euh, bon, d'abord, bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là derrière vos écrans à nous écouter. Euh, Ce sujet des psychotropes ou psychédéliques dans la voie chamanique est un vrai sujet. C'est même un dossier conséquent. Parce que de la même façon qu'on ne peut pas éluder le sujet, on ne peut pas non plus éluder l'utilité ou la non-utilité de l'utilisation de ces plantes. Alors évidemment, moi ce que j'aimerais dire en premier, c'est que au-delà du cadre, soyons bien clairs, au-delà du cadre culturel et légal de ce genre de pratiques, puisque en France, ce genre de pratiques ne sont pas possibles dans le cadre de la légalité, il faut replacer en fait ces utilisations dans le contexte culturel et géographique de l'endroit où elles sont pratiquées. Donc on a déjà dit dans nos échanges précédents que par exemple en Sibérie, dans toute la zone de la Sibérie, les, les plantes qui étaient utilisées, bah, c'était les plantes locales, hein, donc c'était plutôt des champignons, genre amanite, etc. Dans d'autres zones, ben, en Afrique par exemple, ça va être l'iboga ou des choses comme ça. En Amérique du Sud, on va plutôt avoir des plantes comme l'ayahuasca, comme euh, le peyote, le cactus. Et puis évidemment les fameux champignons divers et variés à base de riches en psilocybine. Euh, et à ce stade, on pourrait citer l'enseignement de Maria Sabina, donc qui considérait que les champignons étaient la chair des dieux, hein, donc la nourriture, le corps du divin, et qui utilisait en fait ces champignons dans le cadre de la de guérison. Alors, ça nous amène justement, pour moi, à quoi ça sert d'utiliser dans ces cadres rituels et traditionnels les plantes. Eh ben, d'une certaine manière, c'est pour obtenir je dirais, une modification rapide de l'état de conscience. Alors, par exemple, si on compare le jeûne, hein, pour que le jeûne commence à faire des effets au niveau de l'ouverture du psychisme et vraiment permettre d'aller dans des couches profondes, bah, il faut plusieurs jours, voire une semaine. Et dans la tradition biblique, par exemple, c'était 40 jours.
Donc on se rend bien compte que si on met une semaine de jeûne à côté de quelques minutes, une demi-heure par exemple, pour commencer à sentir des effets probants de ces plantes, sur le plan de la réorganisation de l'individu, c'est très intéressant, puisque en fait tous ces enseignements ont pour but de nous déconditionner. Le chamanisme, comme on l'a déjà dit, pour moi, a cet principal objectif de nous ouvrir à l'invisible, mais pas pour nous ouvrir à l'invisible, simplement pour le rendre visible, pour qu'on puisse intégrer en fait ces enseignements, ces connaissances qui sont à la frontière de notre compréhension. Grosso modo, pour paraphraser un peu Einstein, il disait que notre vision du monde ne dépend que, enfin, s'arrête à l'endroit de l'étendue de nos connaissances. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on connaît, on ne sait pas. Les plantes peuvent travailler à cet endroit-là si elles sont correctement utilisées par des gens formés correctement donc, et qui appartiennent à une tradition très identifiable. Je pense que le premier bénéfice, c'est une expérience rapide, donc une sorte de déconditionnement quasi immédiat, très rapide, qui permet de plonger en fait dans des états de conscience plus larges et de revenir ensuite dans normal de la réalité avec un enrichissement, avec un éclairage, avec des insights, des compréhensions plus larges. Donc il y a un côté quand même très pratico-pratique d'expérience directe à avoir recours à l'utilisation des psychotropes. Donc voilà ce que je pourrais dire en intro sur, sur l'intérêt en fait de l'utilisation de ces substances naturelles. Naturelles mais empruntées à la nature. Hmm. Alors peut-être toi, tu aurais envie de nous parler de l'autre côté de l'histoire, c'est-à-dire que finalement, Oui, en qu'est-ce qu'on fait, peut en fait on pourrait, savoir? on pourrait basculer de l'autre côté du miroir, C'est ça, c'est-à-dire, en fait, bah, il y a effectivement des apports extérieurs, mais il y a aussi, je dirais, notre moteur intérieur, hein, nos apports intérieurs. Et là, la voie yogique, en fait, est une usine, on va dire, à production de substances naturelles internes qu'on est capable, en fait, de booster intérieurement. Il faut savoir qu'on a toute une chimie au niveau du cerveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les plantes, comme tu évoquais, peuvent avoir un impact, c'est-à-dire qu'elles vont, en fait, quelque part, être mimétiques par c'est ça, rapport à des substances qu'on peut nous-mêmes produire, enfin c'est qu'on ça. produit naturellement. Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours de médecine, mais bon, on parle de dopamine, sérotonine. En fait, dans la structure du cerveau, on a ce qu'on appelle les noyaux gris centraux du cerveau. Bon, on va nommer peut-être la thalamus, pinéale. Voilà, ce sont des glandes qui font un petit peu l'interface en fait entre, je dirais, notre corps physique et nos sens habituels et des notions qu'on va qualifier de plus spirituelles ou d'ouverture. Mhm. Et la méditation, eh bien, elle va stimuler. Alors, d'une part, elle va stimuler ces productions intérieures qui vont apporter des ouvertures de conscience. Mais en même temps, la méditation va aussi réduire en fait toutes les substances qu'on pourrait dire un petit peu pathogènes, c'est-à-dire qui sont, par exemple, les substances liées au stress, comme l'adrénaline, le cortisol, qui en fait ont un effet inverse. C'est-à-dire que quand on est très stressé, eh ben, ça empêche en fait ces ouvertures d'expansion de conscience. Et là, la méditation est une clé. Alors, j'aimerais quand même évoquer aussi, dans la voie yogique, les substances, elles sont quand même évoquées. On va parler dans la tradition védique, par exemple, du soma. Justement, oui, bien sûr. Euh, dans la tradition yogique, qui est un petit peu plus postérieure, on va parler de l'amrit aussi, qui est cette substance, en fait, Le qui est nectar des dieux. le nectar des dieux. Oui. Et eh bien, il y a aussi des techniques yogiques qui permettent de booster ces productions naturelles qu'on est capable de nous-mêmes, hein. Alors,
Et évidemment, ça nécessite ce qu'on appelle une sadhana, c'est-à-dire une pratique assez régulière. C'est pas parce qu'on va faire 3 jours de méditation dans un stage que ça y est, tout d'un coup, l'ambroisie divine se met à couler à flot intérieurement. Mais pour avoir quand même, je dirais, quelques décennies d'expérience dans le domaine, ça fonctionne Oui. bien. Et puis, il y a aussi dans la voie yogique ce qu'on appelle le darshan. Euh, alors là, ça va peut-être paraître pas si évident à ceux qui nous écoutent parce qu'ils ont peut-être entendu parler d'Arshan, c'est la vision du maître. Mm. Et il va se passer un certain échange subtil qui va nous procurer une expérience intérieure. Mais comment c'est possible, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, alors, on a ce qu'on appelle les fameux neurones miroirs qui sont qui démontrent en quelque sorte qu'on n'est pas si séparés les uns des autres. Et que quand une personne fait une expérience, la personne qui est à côté peut plus facilement entrer dans la même expérience. Et ça se passe, on peut le voir à un niveau subjectif de sensation ou d'ouverture, d'expérience, mais on peut aussi peut-être le décliner avec ce qui se passe dans notre cerveau au niveau justement hormonal, au niveau de substances bien réelles qui sont. Alors ça, c'est un domaine qui est super intéressant et c'est pour ça que aussi on préconise dans le yoga, par exemple, de faire des pratiques en groupe. C'est clair. Parce que, en fait, il y a une espèce de boost qui se fait, une synergie positive, et les éléments peut-être les plus stabilisés en méditation vont petit à petit entraîner les autres, et il va y avoir toutes ces productions de substances intérieures qui se mettent en place, et à partir du moment où le canal, en fait, s'ouvre, eh ben, c'est de plus en plus facile. Mais voilà, ça nécessite, en fait, de quand même de mouiller la chemise et de passer un certain temps dans les pratiques. Alors, je comprends parfaitement ce que tu dis et je voudrais évoquer justement en parallèle une notion qui est très importante dans le chamanisme, c'est que ces substances, alors là, on l'a évoqué dans leur dimension, je dirais, chimique, mais dans le chamanisme, elles vont être considérées, ces plantes, comme des esprits, comme des substances vivantes qui ont leur propre cheminement, je dirais, de vie consciente, et elles vont éventuellement être élevées jusqu'au rang de plantes enseignantes. Donc symboliquement, euh, une plante, par exemple, comme l'ayahuasca, c'est une liane, donc elle part du niveau du sol avec ses racines. Et si on la laisse grandir, les ayahuasca qui ont une centaine d'années et plus, elles vont monter jusqu'en haut de la canopée. Elles vont faire 50-60 mètres de haut. Et les traditions chamaniques vont considérer que cette plante, de par son fonctionnement, de par sa présence dans la forêt, la place où elle pousse, etc., elle est considérée comme la mère de toutes les plantes parce qu'elle va, à chaque étage, ouvrir à une vision particulière. Donc évidemment, tout ça, c'est symbolique, mais c'est quand même très intéressant parce que le fait de, euh, entre guillemets, entrer en contact avec cette plante, de l'ingérer, elle est supposée, en fait, de manière symbolique et énergétique, euh, enseigner, en fait, le participant ou la participante à tous les endroits où il va y avoir, je dirais, un manque d'information, un manque de connexion, un manque d'effet miroir. Donc, c'est non seulement, je dirais, une sorte de guérison symbolique que va proposer la plante, alors même s'il y a des supports chimiques, ça on l'a bien compris, et en même temps, ça va être aussi une sorte d'outil de diagnostic pour faire le point où on en est. Le sujet va pouvoir se dire, ah ben ouais, tiens, j'ai pris conscience de telle et telle chose, mais à tel endroit, il va falloir que j'approfondisse, que je fasse un travail. Donc ça va éventuellement être nécessaire
euh, pour nous occidentaux, je dirais, puisqu'on ne peut pas suivre, enfin je ne crois pas suivre des enseignements chamaniques, je dirais, complets dans leur profondeur. On va devoir aller, par exemple, réguler un système relationnel qu'on va avoir avec telle ou telle partie de nous chez un thérapeute. Donc ça demande en plus, ou en complément plutôt, une démarche thérapeutique. Ah, donc on va avoir la plante, si j'ose dire, qui va nous amener à une certaine prise de conscience, une certaine cohérence, redévelopper de l'harmonie, comme tu l'évoquais tout à l'heure, nous faire prendre conscience de quelque chose, mais aussi de la partie à côté ombre qui n'a pas été forcément travaillée. Donc c'est assez puissant finalement. C'est pas juste je prends une substance qui va me créer des images psychédéliques, etc. Ça va être plutôt une démarche qui va me permettre de potentialiser en fait le fonctionnement de mon esprit et des différentes parties je dirais, de ma personne, que ce soit le cœur, que ce soit la dimension vitale, la dimension incarnée, etc. Donc ça, c'est quand même très complet en fait comme démarche. Difficile à utiliser, je dirais, juste comme ça, juste pour voir. Mais dans un vrai travail d'approfondissement, c'est quand même exceptionnel, puis ça nous permet surtout, et en premier, comme je l'évoquais tout à l'heure, la rapidité et la déconnexion en fait du mental. Il n'y a pas d'expérience vraiment intéressante du point de vue mental en chamanisme, mais une expérience symbolique, tu as employé le mot tout à l'heure, mimétique. Euh, donc ces esprits de plantes vont nous enseigner directement je dirais, le contexte ou le modèle du monde qui est expérimenté, supposé être expérimenté par ces plantes. Juste pour en finir, si on prend à l'inverse de l'ayahuasca, donc 60 mètres de haut, si on prend le psilocybe, qui est le petit champignon qui sort de terre, qui a juste la tête qui sort de terre, là on est sur une expérience symbolique qui est plus en relation avec la renaissance. Donc qui dit renaître dit hein, donc mourir à des fonctionnements, quitter des modèles de conditionnement, etc., pour redécouvrir la lumière, sortir du sombre euh, pour rentrer dans la lumière du jour et être qui on est, je dirais, dans sa présence à la vie. Alors, en fait, je crois que chaque plante va nous aider à développer une qualité ou à prendre conscience d'une particularité de nos fonctionnements. Et c'est dans ce sens que c'est intéressant de, de- d'approcher les psychotropes avec comme objectif, je pense, sur le trajet, et là tu nous diras si le yoga, c'est la voie du yogi, rejoint la voie du chaman à cet endroit-là, avec, je pense, en visée euh, un désir de dissolution un peu des frontières de l'ego et aussi une ouverture ou au moins une sensibilité, un goût, je dirais, pour l'unité, pour un état de conscience plus global, plus cosmique. Je pense sans cet objectif-là, ça n'aurait aucun sens de vouloir démarrer une expérience avec des psychotropes. Ouais, je te rejoins complètement. Et puis là, j'aimerais bien justement, je dirais, enfoncer le clou auprès des gens qui nous écoutent, c'est que on n'est pas en train de parler de, je dirais, d'un système récréatif, hein, c'est-à-dire euh, Merci de le préciser. non, mais c'est quand même essentiel parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même bon, des usages qu'on appelle de stupéfiants. Alors bon, déjà, il faut bien distinguer ce qui est chimique de ce qui est naturel, hein. Là, c'est un petit peu comme la nourriture, hein. C'est-à-dire que quand vous prenez des aliments sains, qu'on poussé normalement et que vous avez une alimentation très transformée, bah, ça n'a pas du tout le même impact en fait sur notre physiologie. Donc déjà, c'est ce qui est vrai vraiment pour le corps, il est vrai aussi pour, je dirais, nos parties supérieures, l'esprit et autres.
tout à fait. Démarche. Donc, on n'est pas dans une démarche récréative, on est vraiment dans une démarche spirituelle. Et dans le courant Et initiatrice. yogique, oui, et Et c'est ce que je veux d'initiation. dire. Dans le courant yogique, c'est évoqué comme une voie initiatique, mais c'est pas une voie de premier rang. C'est-à-dire qu'on va pas aborder, si vous voulez, une voie yogique, aller commencer à prendre des plantes et autres. Il n'y a aucun maître qui va aller dans ce sens. C'est exactement la même chose pour le chamanisme, hein. Et ça peut éventuellement s'évoquer. D'abord, c'est pas tous les maîtres qui ont, je dirais, qui vont utiliser cette voie-là, mais Mm. c'est évoqué dans les écrits, hein, dans la tradition Dans les yogique, Védas, oui. comme une des voies possibles, mais elle nécessite déjà d'avoir un niveau de confiance et je dirais d'intimité en fait avec le maître Mm, mm, mm. pour qu'il y ait déjà un lâcher-prise, une confiance vraiment importante. Et ça ne peut se faire que quand il y a un travail préalable d'ancrage. Ça, j'aimerais vraiment insister sur ça parce que euh, si une substance, il faut voir que c'est un boost qui va effectivement ouvrir des portes, mais qui va en même temps ouvrir de la lumière, mais qui peut aussi ouvrir de l'ombre. Et c'est évoqué d'ailleurs les Ça va lever évidemment de dans l'ombre, dans la, évidemment. Mm. dans la personnalité, sur ce travail de notre personnalité profonde, eh bien, il va y avoir effectivement ces deux pôles, en fait, qui vont être mis en lumière, hein. Et si la personnalité n'est pas suffisamment stable, ou s'il y a vraiment, je dirais, des travers psychologiques assez profonds, eh bien, l'ouverture de ces portes peut s'avérer effectivement dangereuse dans l'équilibre de la personne. Donc, c'est pour ça que les maîtres en yoga, en fait, même si de temps en temps, dans les discours, ils peuvent évoquer cette voie-là, ils disent, voilà, c'est une voie assez restreinte qui n'est pas pour tout le monde et qui doit se faire dans un contexte très particulier. Enfin, voilà, donc c'était important de préciser ce point. Oui, parce que dans cette notion que tu es en train d'évoquer, il y a la notion, je dirais, de lâcher prise. Le problème enfin, le problème, l'efficacité de ces substances naturelles est telle qu'il y a processus de relâchement très profond qui se met en place, pas seulement physiquement à travers de la détente, mais aussi, je dirais, à travers, ça peut aller jusqu'à des catharsis émotionnelles assez importantes, donc, et profondes. Donc ce sentiment que la personne peut avoir d'être nettoyée, d'être clarifiée par la plante, doit être accompagné à côté d'un environnement favorable. C'est-à-dire que dans les traditions, il y a la phase préparatoire, bon, on l'a évoqué, du jeûne, du repos, du silence, enfin un peu d'isolement dans la nature. Mais après cette expérience, il y a aussi un temps d'intégration avec un débriefing très précis, avec un travail à faire. C'est pas juste je prends une substance, je m'éclate, comme tu disais tout à l'heure, de manière récréative, et puis je reprends ma vie exactement pareil, en refaisant exactement les mêmes choix, les mêmes erreurs, les mêmes comportements. Et puis quand j'ai envie, je reviens et je recommence. Il y a une notion pour moi d'engagement, de responsabilité, c'est-à-dire que puisque cette pratique va être extrêmement puissante et libératrice, je dois en amont, j'ai cette obligation morale, spirituelle, de prendre l'engagement de mener un travail sérieux derrière. Euh, Moi, je me souviens avoir rencontré au Pérou un chaman qui disait que après une séance d'ayahuasca, il y avait un temps d'intégration d'un an derrière. Une année. C'était pas 15 jours après, je reprends une dose. C'est pendant un an, je prends rien et je vois ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'il faut aussi replacer tout ça dans un contexte d'enseignement. Et comme tu le disais si bien, euh, il y a la confiance de l'élève, du disciple vers le maître, mais il y a aussi la prise de risque
de l'enseignant, du maître, vers le disciple en qui il a confiance, en lui disant, ben voilà, j'ai confiance en toi pour que tu ne te mettes pas en danger, que tu fasses vraiment le travail, et je serai là pour toi. Donc il n'y a pas de chamanisme, je dirais, sans tradition pour moi. Il n'y a pas de chamanisme sérieux, surtout quand on utilise, puisque dans le chamanisme, il y a plusieurs voies. Là, on est en train d'évoquer ce qu'on appelle la voie des poisons, c'est-à-dire que grosso modo, le principe est très simple, on prend une substance qui va empoisonner l'organisme et on va miser sur la capacité de l'organisme à être capable de neutraliser ce poison pour à la fois amener une guérison et aussi symboliquement ouvrir des espaces de conscience, hein. Pendant que le corps est en train de lutter contre le poison, bah, l'âme, l'esprit peut lui s'intéresser aux choses, j'allais dire profondes. Et ça, du coup, ça m'amène euh, à considérer que le travail chamanique peut pas être isolé, je dirais, du travail sur le corps, du travail sur l'intégration, sur le fait que ces expériences-là, elles ne peuvent pas être déconnectées en fait de notre incarnation. Et si on envisage donc pardon, si on envisage des pratiques avec les plantes, c'est pas pour s'isoler du monde, mais c'est pour revenir dans le monde et partager son expérience une fois qu'elle a été intégrée. Alors bien sûr, tu évoquais aussi, et je vais terminer là-dessus, tu évoquais les risques éventuels et les contre-indications qu'il peut y avoir à ce genre de pratique. Bah, c'est aussi beaucoup le bon sens, hein, c'est-à-dire pas se mettre en danger. Certaines substances peuvent avoir des effets au niveau, puisqu'elles en ont au niveau hormonal, elles vont en avoir au niveau cardiovasculaire, elles vont en avoir au niveau neurochimique. Et c'est pas forcément dangereux, mais c'est pas sans risque pour des gens qui ont des conditions, je dirais, de santé fragiles. Bon, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aurait des problèmes cardiaques ou des problèmes d'ordre psychique ou psychiatrique, bah, ou qui prennent des médicaments, il faut quand même faire attention. Donc, Mm. tout ça, c'est aussi une question de bon sens et de ne pas se jeter à corps perdu dans quelque chose parce qu'on est suffisamment désespéré et qu'on veut des réponses et qu'on est tellement immature qu'on est prêt à prendre n'importe quel risque. Je crois que notre rôle à nous, qui avons un peu vécu ces dernières décennies, c'est aussi à la fois avoir une parole d'espoir et de soutien, mais également une parole de lucidité, hein, en disant que un mur en béton, c'est un mur en béton. Donc si on se jette dessus, physiquement, on va se faire mal. Mm. Peut-être que ça va nous donner une autre expérience, mais Oh, ben, je crois qu'il y a pas mal de gens qui se prennent des murs, de toute bah façon. oui, bah c'est pour ça que je prends cet Et exemple, hein. ça C'est fait. dommage. Parfois, on a besoin de ça, mais Oui, oui, oui. Bon, je je veux dire, pense que toi et moi, on a dû au moins en effleurer quelques-uns. Parce que ça fait partie du parcours, bah, ça fait partie du parcours, bien mais je sûr. pense qu'il y a un fond de sagesse aussi. Et puis, on a aussi, quand même, faut dire, œuvré avec des gens Voilà. sérieux, quoi. Je Donc, pense que toi comme moi, on a eu ce petit système d'alarme ou l'ange gardien, je ne sais pas, qui a fait qu'on a fait confiance à des gens qui étaient crédibles, qui avaient les épaules, quoi, hein, pour amener cet enseignement. Et on a eu la chance, enfin, là je vais parler pour moi, moi je n'ai pas rencontré vraiment de difficultés majeures. Souvent on entend parler de bad trip ou de retraumatisation, je cherchais le mot. C'est-à-dire qu'en fait, dans le processus, il peut y avoir un trauma ou quelque chose qui remonte. Et comme ce truc-là n'a jamais été vraiment réglé, bah, ça va traumatiser la personne un peu plus, hein. Donc, tous ces mécanismes-là, il faut les aborder, je dirais, de manière experte, sous la guidance d'un guide, d'un chaman, pour qu'il y ait de la compréhension, pour qu'il y ait du temps d'intégration, que cette expérience ait le temps d'être digérée, quoi, pour que l'insight qui a été reçu
puisse être intégrée et que la personne puisse reprendre sa place dans le monde, dans la société, en tant qu'individu plus complet. Je pense que c'est ça l'idée du chamanisme, c'est de nous rendre plus complets, de nous redonner notre unité et notre complétude. Mais de toute façon, on est là pour le coup, on est vraiment raccord parce que la voie yogique, bon, déjà une voie extrêmement, quand elle est bien menée, hein, elle est très respectueuse de la personne et euh, et bien sûr, on peut aussi hein, complètement, avec certaines techniques yogiques, on peut partir en vrille. Si elles Sûr. sont mal exécutées, enfin, ou si, je sais pas, avec les pranayama, par exemple, les exercices sur la respiration, bah, tu peux emmener quelqu'un qui va déjanter, si tu veux, parce que, Oui, euh, tu peux faire une forme de régression oui, ou un si tu veux. rebirth spontané, enfin, etc., quoi. Et c'est là où justement il faut euh, un développement harmonieux, si tu veux, entre l'ouverture de la conscience, mais la capacité aussi à intégrer dans le corps, à intégrer dans la vie, hein, puisqu'on est incarné. Il faut qu'il y ait justement cet équilibre qui se passe. Et moi qui ai quand même œuvré pendant pas mal de temps dans les ashrams en Inde, bah, bien sûr, il y a des pratiques, il y a des darshans, il y a des moments forts en termes d'échange d'énergie, mais il y a aussi pas mal de ce qu'on appelle le seva, du karma yoga, c'est-à-dire en Des fait, moyens d'intégrer, bah, il bien faut aller sûr. gratouiller la terre, il faut aller faire du ménage, faire des choses en fait dans lesquelles en fait tu peux exporter ou importer comme tu veux euh, ces ouvertures intérieures pour pouvoir les incarner en fait dans le quotidien. Mm. Bon, je pense qu'on peut, on a fait un petit peu le Alors, tour du juste peut-être, bon, peut-être on coupera, on ne sait pas, on verra si ça intéresse. Mais moi, il y a deux points que j'aimerais quand même aborder. J'aimerais qu'on finisse pas là-dessus. On essaiera peut-être de donner oui, une oui, ok, coloration peut-être un ok. peu Bon, plus on n'est pas positive, limité parce que en là, on temps. est sur les problèmes et sur des trucs Mm. difficiles. Mais comme tu l'as dit au début, on ne peut pas éluder ces questions-là sous prétexte que ça peut voilà, déranger un peu. Moi, je pense qu'il y a deux points qui sont encore importants à aborder. Un point qui a deux faces, je dirais, c'est déjà le problème de l'authenticité, c'est-à-dire est-ce que quand je vais m'intéresser à ça, est-ce que je vais trouver des gens compétents et est-ce que je risque pas d'avoir affaire à, entre guillemets, à des gens qui font de la manipulation, avec l'autre revers de la médaille qui est le côté commercial de l'histoire, hein, où on a beaucoup de tourisme chamanique maintenant Mm. partout dans le monde. C'est aussi pour ces cultures une manne financière très importante euh, d'avoir des Occidentaux qui viennent chercher, chercher l'absolu et qui sont prêts à lâcher pas mal d'argent pour ces expériences-là. Moi, je voudrais quand même mettre en garde nos auditeurs tristes sur ce point, c'est tester la notion d'authenticité et l'éventuelle tentative de manipulation qui va avec. Et puis la dimension potentiellement commerciale. C'est pas parce que c'est très cher que ça vaut la peine. C'est pas parce que c'est gratuit non plus que c'est intéressant. Donc il faut aussi regarder ça. Et puis l'autre aspect euh, auquel j'ai pensé en t'écoutant tout à l'heure, c'est que tout ça c'est quand même très attractif, ça donne envie, c'est extraordinaire, ça réveille, si j'ose dire, une forme d'émerveillement hein, sur la vie. Donc ça nous ramène dans le présent, ça nous ramène dans le temps présent. Et ça pourrait, sur des structures un peu fragiles ou un peu immatures, déboucher sur une forme de dépendance psychologique, une forme d'addiction. Donc ça, il faut faire gaffe. Je pense qu'il faut être très prudent et pas hésiter à rester entouré de gens sur qui, enfin, avec lesquels on a des contacts dans la profondeur. Je dirais, bon, par exemple, imaginons, je vais parler de moi, imaginons que moi je sente que j'ai une forme de dépendance pour ce type de démarche, et ben peut-être que je prendrai l'initiative de t'appeler, tu vois, Laurent, en disant, tu sais, on se connaît depuis longtemps, on est amis, voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que t'en penses, Mm. tu vois? Donc, trouver des appuis à l'extérieur pour étayer aussi cette démarche. Et puis enfin, euh,
prendre conscience aussi que tout ça pourrait être une espèce de fuite pour y rencontrer une difficulté à se confronter au réel. Hein. Donc, je vais me barrer dans l'invisible et pratiquer tous les week-ends des choses de ce style. Comme ça, je ne vais pas avoir d'impôts à payer, je ne vais pas m'occuper de faire le ménage à la maison et laver mon linge sale. Euh, Ça peut être un inconvénient. Donc, je souligne ce point-là aussi comme étant je dirais parfois une vision dont il faut pas perdre l'importance, hein. C'est-à-dire que la déconnexion est parfois le prix qui est payé par ces gens qui sont un peu jusque-boutistes et qui font l'expérience des psychotropes et qui peut-être passent à côté de l'essentiel et qui vont s'intéresser plus aux manifestations, j'y dirais, qu'à la racine de la conscience et à l'éveil. Oui, bah écoute, c'est vraiment, je pense, un conseil vraiment important. Moi, ça me faisait penser aussi à regarder le CV. Déjà, si oui, des personnes qui proposent quelque chose, parce que vous avez aussi bien d'ailleurs dans les voies yogiques, des gens qui, bon, tout d'un coup, ça s'improvise, on va dire, maître en méditation ou comme maître chamanique, alors que, bon, voilà, ils ont fait quelques stages. Parce il y a forcément une maturité à avoir pour déjà enseigner, hein, et ça prend quand même un peu de temps. Donc, regardez bien quand même le CV, ne vous précipitez pas, et je dirais, faites appel aussi à votre enfant intérieur profond, c'est-à-dire c'est votre intuition de fond. Oui, bah, là, j'ai écouté, j'ai pris mon temps. Et mon intuition profonde me dit que ouais, là, il y a du vrai, il y a quelque chose qui est vécu, c'est pas juste des mots, des concepts qui sont amenés. La personne apporte enfin, l'enseignant apporte une énergie et ça nous touche. Et à ce moment-là, ben, on peut commencer. Mais voilà, c'est pas, c'est quelque Et ce qui chose peut être intéressant, qui pourrait être une aide éventuelle pour les personnes qui nous écoutent, c'est bon, d'abord le bon sens, comme tu l'as évoqué, ce que toi ouais. tu appelles l'enfant intérieur profond, moi j'appellerais ça le bon sens. Mm. Et le bon sens, pour moi, il s'exprime souvent à travers il est résumé dans un proverbe qu'un maître indien Ah. m'avait à l'époque susurré à l'oreille. C'est la première impression est la dernière. Mm. Souvent, on perçoit un petit truc et puis après, oh, on trouve plein de bonnes raisons. Non, non, mais et puis, évidemment, il y a un moment où ça nous rattrape. C'est un peu le boomerang, quoi. Donc, il y a ça. Et puis, l'autre aspect qui aussi pour moi très important, c'est l'idée que quand on démarre quelque chose de nouveau, on a beaucoup d'exaltation. Enfin, moi, personnellement, quand je découvre un nouveau sujet ou quelque chose qui m'intéresse, bah, voilà, j'ai de l'ouverture. J'ai quelque chose qui s'ouvre et je vais être très attentif, très réceptif. Par contre, dès le moment où on a cette ouverture, ça lève en nous des failles, c'est-à-dire les endroits de nous qui sont pas arrivés, je dirais, totalement en maturité, qui vont en profiter pour se réveiller. Alors il y a dans ce mécanisme-là, par exemple, la partie de nous qui, très infantile, pas enfant intérieur profond, mais très infantile, croit tout ce que les enseignants déguisés en orange ou en blanc donnent. Hein, ça, c'est parole d'évangile. Ah, il y a un swami, il m'a dit, il y a un chaman, il m'a dit, non. Mais moi, qu'est-ce que je ressens au fond? Ben, moi, je Mm. suis perdu, je ne sais pas. Mm. Et je crois que c'est cette partie-là qu'il faut aller questionner. C'est pas facile, parce que ce sont des endroits qui sont souvent un peu cadenassés, un peu noués, et à chaque fois qu'on arrive là, bah, on se barre ailleurs. Mais le but du travail, pour moi, spirituel, je vais employer le mot spirituel pour inclure la démarche yogique et la démarche chamanique, euh, c'est justement d'aller à la rencontre de ces endroits-là, soit qui sont trop resserrés ou qui sont trop dilatés. Et
c'est magnifique d'être ouvert pour recevoir des enseignements divers et variés, mais c'est encore plus extraordinaire que de garder sa vigilance, sa conscience, son maître intérieur, son enfant intérieur profond, mais aussi son maître intérieur, pour juger de la qualité et de l'opportunité de cet enseignement pour soi. Parce que quelque chose peut être très bon pour toi ou pour moi, mais ça va pas convenir à la personne d'à côté. Donc, c'est important de discuter, de parler, se dire, bah tiens, voilà, moi j'ai vu ça, j'ai rencontré tel ou tel maître, j'ai expérimenté telle chose. Bah, peut-être qu'à un moment de ma vie, ça va me convenir, et un peu plus tard, ça sera plus tout à fait adapté. Les psychotropes, entre autres, je pense qu'ils ont leur place éventuellement dans ce chemin-là pendant un temps, un peu comme un bateau qui nous permettrait de traverser une rivière, mais une fois qu'on est arrivé de l'autre côté, on n'en a plus besoin. Euh, on peut marcher avec ses jambes, on n'a pas besoin de s'appuyer sur autre chose. On pourrait faire le parallèle avec les pratiques yogiques. Ce ne sont jamais que des outils, en fait, Voilà. ou peut-être des béquilles pour réapprendre à marcher spirituellement. Mais un jour, en fait, la béquille, ben, on doit aussi la lâcher. Et puis, j'ai envie de dire pour conclure que la vie, quand même, est bienveillante. Euh, Ça nécessite évidemment de ne pas occulter son bon sens, comme tu l'évoquais. Donc, pas de précipitation. Bon, essayer d'avoir justement cette intuition, de la laisser parler. Mais c'est vrai qu'en général, il y a aussi un proverbe qui dit, bon, quand le disciple est prêt, le maître arrive. Et c'est quand même la magie de la vie, la magie de la vie qui va à me proposer quelque chose, en fait, qui est en adéquation avec notre recherche du moment. Et comme tu le dis, c'est valable pour un temps, et peut-être que quelques années plus tard, ben, il faudra effectivement aller vers autre chose. Ben, écoute, c'était... Enfin, j'ai beaucoup aimé t'entendre sur cette voix chamanique. J'ai aimé partager avec toi aussi ces moments parce qu'ils sont forcément extrêmement vivant en nous. C'est pas quelque chose comme ça qu'on a mis sur une étagère quelque part et qu'on regarde le matin en se levant en disant ah, c'était bien ce chapitre-là. Non, ça fait partie Oui. de nos vies. C'est le pardon, c'est le parcours en fait euh, oui, quand on y réfléchit, j'allais dire de dizaines, mais on pourrait dire de centaines d'heures de pratique et Je d'expérience. dirais de C'est pas milliers, je dirais même de voire des milliers milliers, d'heures. oui, sur des années, c'est vrai quand on y réfléchit. J'ai toujours cette difficulté, moi, à me représenter le temps. Je crois qu'un des bénéfices de mes pratiques par le passé, c'est de m'avoir ramené vraiment sans fermeture, mais au présent. J'ai Hmm. euh, j'ai beaucoup d'ancrage dans le présent. Je sais pas forcément ces espèces de phénomènes d'élastique entre les expériences, entre le futur, les machins, les trucs. J'apprécie énormément cette intensité vivante là du présent et c'est ça qui me rappelle, qui m'appelle en général. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, eh ben, si vous avez effectivement apprécié, hein, je vais faire le rituel YouTube en disant mettez un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives, et puis aussi de laisser des commentaires, hein, peut-être pour évoquer un sujet qui vous intéresse, ou peut-être par rapport aussi à votre propre expérience. C'est voilà, c'est important. Eh bien, on vous retrouve en tout cas bientôt pour évoquer un autre sujet, un autre thème. Parfait. Allez, prenez soin Merci. de vous et à bientôt. À bientôt.